Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au CEFIA sur l'espace PAC 3R Solutions. C'était difficile d'arriver aujourd'hui, mais mes invités sont tous là, donc merci d'être là et nous allons pouvoir commencer nos sessions de présentation d'emballage 3R. 3R comme réduction, recycler, recyclable et réemploi. Et là, nous allons parler de réduction, mais de réduction de quelque chose que le consommateur ne voit pas. En fait, nous allons parler du liner, c'est-à-dire le papier que vous avez derrière les étiquettes autocollantes, et avec une solution qui enlève ce papier. Avec France Food, et j'appelle Bruno Botello pour nous parler donc de la solution d'étiquetage linerless sans support papier dorsal siliconé. Donc une solution d'étiquetage économique, intelligente, pratique. Alors c'est quand même extrêmement étonnant et de montrer ça. Bonjour Bruno, et expliquez-nous un petit peu quelle est cette solution qui fait économiser des choses qu'on ne voit pas en fait, en vrai, que le consommateur ne voit pas. Tout à fait. En fait, la technologie consiste, ce qu'on appelle linerless label. Ça veut dire qu'on n'a plus le support papier dorsal siliconé dans l'étiquette adhésive classique. On vient en fait définir les traits de colle qui viennent déjà à l'arrière des étiquettes au niveau de la bobine, qui se présente comme ça, qui ensuite, ces bobines-là viendront sur notre machine de pose, pour qu'on puisse faire, on appelle la solution wrap, comme ce produit-là, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un wrap, un déwrap, c'est un bandeau qui fait le tour de l'étiquette. Alors, oui, effectivement, on va peut-être déjà mieux montrer pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on est sur une étiquette, c'est même pas une étiquette, c'est un banderolage en carton, on va dire. Voilà. Une banderole en carton. Effectivement, on voit bien, quand on l'ouvre, que la colle, oh là, elle est que sur les extrémités. Là, il y a un autocollant pour fermer la... Voilà, on va l'enlever. On voit bien que la colle est là, tout ici. À fait. Voilà. Elle est, ça accroche pas sur le... Non, de l'autre côté, il y a du silicone. Il y a du silicone. Oui, pour pouvoir justement dérouler la bobine, d'accord. Et ensuite, telle que la bobine se présente, elle est mise dans une machine qui s'appelle la Nobac 5000, qui permet de automatiser l'application de ces étiquettes sur les barquettes. Et donc ça colle autour. Voilà, la colle est telle qu'elle. On vient sur la machine, elle se présente telle qu'elle au niveau de la bobine. On vient la découper. Il y a une zone d'impression pour le repiquage, transfert thermique, si le client le souhaite. Et ensuite, on vient automatiser l'application en déwrap. Alors c'est vrai que quand je mettais notamment, il y avait plusieurs formes d'étiquettes. Là c'est du carton. Là, on va dire que c'est une étiquette Ça, c'est du papier, 170 grammes. Voilà, et on sent bien la colle ici, les éléments de colle. Voilà, qui sont définis selon les formats de barquettes qu'on passe. On vient définir le positionnement des colles selon le format des barquettes qu'on va passer sur la machine. Et puis j'ai vu des étiquettes aussi en plastique que vous aviez. Tout à fait. Là, par exemple, on a l'option en polypropylène 92 microns. On peut travailler sur la transparence aussi des étiquettes. Voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, quand on appuie sur la bobine, on sent bien les endroits où il y a de la colle parce que c'est plus dur. Et puis les endroits où il n'y a pas de... Oui, on n'a pas. Donc on n'a pas la colle partout, c'est juste défini selon les endroits, les barquettes, le format de barquette qu'on vient passer, on va définir les positions de colle. Alors comment on évalue le gain, ce gain que finalement le consommateur ne voit pas, mais qui est un gain qui me semble assez important pour l'industriel. Il s'évalue comment? Vous avez calculé les gains. Là, vous mettez, donc on réduit l'empreinte carbone, qu'on économise jusqu'à 40% de coûts de transport et de stockage. Pourquoi? Parce que c'est plus épais. Le fait qu'on n'a plus la glacine sur ce type de technologie, ça permet d'optimiser 40%. On met 40% plus d'étiquettes sur la même bobine. Ça veut dire qu'effectivement, la bobine est, pour une même épaisseur de bobine, on met 40% de plus. Voilà. Gagner du temps et en termes de gestion de déchets aussi, on gagne, puisque finalement la glacine est un déchet que doit traiter l'industriel. Absolument. Et c'est un déchet. Donc on a
finalement, on a une réduction en plus, où je dis, j'appelle ça, on parle de 3R, donc là, on a bien un 3R de réduction, mais on a aussi renoncé à la glacine, et là, on réduit même la quantité de déchets industriels, et vous l'évaluez économiquement à peu près à combien pour l'industriel? Pour l'industriel, en principe, sur les 3 facteurs qui vont le permettre de faire des économies, donc les 40% qu'on optimise au niveau de la bobine, 40% au niveau du stockage et 40% qui va faire des économies au niveau du transport. Donc aussi. ça se retrouve, ce qui veut dire que une étiquette chez vous, elle coûte 40% moins cher qu'une étiquette où il y a de la glacine? En principe, sur le prix de l'étiquette, pas forcément. Mais nous, tout dépend de ce qu'on va comparer. Si on compare ça par rapport à un fourreau, vous savez, en carton, qui est assez épais, on est beaucoup plus compétitif sur ce type de technologie que sur des fourreaux qui sont posés à la main. Et nous, si on automatise, tout ça, c'est automatisé. Et ça passe sans problème sur... imaginons que j'ai une ligne qui passe du fourreau, qui passe de l'étiquette. C'est compliqué de passer de votre solution parce que, OK, j'ai compris qu'il n'y avait pas la glacine, etc. Mais est-ce que je suis obligé de changer de système d'étiquetage ou est-ce que ça va fonctionner avec une machine qui s'appelle un NOBAC du fabricant qui s'appelle Ravenwood Packaging, qui est anglais. France Food Packaging, nous sommes distributeurs historiques et exclusifs sur cette technologie en France. Donc, on propose toute la partie service après-vente, pièces détachées et vente de la machine Donc ça veut dire que je dois changer, en fait, pour faire des économies, je dois changer de parc d'équipement. Le coût à peu près de ce changement, on sait en moyenne. En machine. Oui. La machine, la NOBAC 5000 standard, elle est évaluée sans les options environ de 80 000 €, d'accord, pour la machine, pour l'application de ces étiquettes-là. Après, les options, ça peut être une tête d'impression, un convoyeur plus long, etc. Donc ça, c'est des options. Et donc, ça se développe là. Je vois aussi, pareil pour les barquettes carton, fruits et légumes. Vous êtes en grosse phase de développement ou c'est Tout à fait. Ça, on a décliné on a produit une déclinaison mécanique pour aller sur le marché du fruit. Ça nous permet d'aujourd'hui de poser donc ce qu'on appelle les bandeaux au niveau des barquettes fruits, 100% recyclables, que du papier en carton, en plus beaucoup moins épais que ce qui est fabriqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller sur des 200 grammes en épaisseur. Aujourd'hui, les fourreaux, ils sont en principe 300, 400 grammes. Donc, on réduit aussi à moitié l'impact environnemental. Parce que ça les fourreaux étaient pas... Certains fourreaux sont pas étaient collés. Donc, on est quand même... on est sur des technologies existantes. C'est sur les étiquettes où c'est franchement différent. Parce que ce type de système peut exister aussi avec un encollage, non, ou des fourreaux encollés, parce qu'ils n'ont pas de glacine, ces fourreaux à la base. Oui, non. En plus, c'est appliqué manuellement. Tandis que nous, on automatise tout ça. D'accord. D'accord. Tout ça, c'est automatisé avec la machine du fabricant Ravenwood, ça s'appelle la NOBAC 5000 F pour les fruits. C'est une déclinaison mécanique qu'on a adaptée pour le marché des fruits, qui aujourd'hui la tendance, voilà. c'est vers ça. Ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, on ne peut pas dissocier finalement l'étiquette de la machine. C'est un ensemble qui va me permettre d'aller vers un emballage, entre guillemets, plus... moins gourmand de matériaux, et notamment d'un matériau qui est un matériau qu'il va devoir gérer en termes de déchets, qui est la glacine, et qui n'a pas de filière de recyclage. Tout à fait. Le seul objectif, c'est de sécuriser le process du client. Parce qu'on sait très bien que la machine de pose qui fonctionne avec cette technologie, on sécurise le process industriel. L'objectif, c'est que de sécuriser le process industriel. Et je crois que sur le salon, effectivement, on peut voir la machine. Oui. Elle est en fonctionnement. Oui. Donc, All10. Allez voir au All10. F1. All10 F1, allez voir cette machine en fonctionnement. Parce qu'en fait, ça peut s'adapter, ça peut marcher. On voit des barquettes en plastique, des barquettes en carton, on peut avoir des barquettes en cellulose moulée, on peut avoir finalement beaucoup de types d'emballages, même en acier, qui vont permettre d'être étiquetés, décorés avec ces étiquettes sans support dorsal siliconé. Merci.
Merci beaucoup Au pour plaisir. cette présentation qui était très claire et je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle présentation d'emballage qui coche un, voire deux, voire trois des 3 R de réemploi, réduction, recyclage. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à vous qui nous rejoignez et rebonjour aux personnes qui étaient avec moi tout à l'heure lors de la première session de présentation d'emballage 3R qui coche un, 2, voire 3 des 3R. 3R comme réduction, comme recyclé, recyclable, comme réemploi. Et là, nous allons peut-être parler de deux des 3R, donc d'un 3R de réduction et puis de recyclé recyclable avec des sachets, sachets souples. Et là, j'appelle Tiffaine Richeux de la société Bastin Pack pour nous présenter ces sachets préformés en monomatériaux recyclables. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Ça va, ça se passe bien le salon, pas trop fatigué le dernier jour? Non, 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 ça se passe bien. C'est un plaisir Alors, d'être là. vous nous présentez ces sachets. Alors, il y a plein de surprises dans ces sachets parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais je pense que vous en parlerez à la fin. À la fin. Mais donc, Bastin est spécialisé dans... L'impression des emballages flexibles situés en Belgique. Et ici, on a 3 sachets qui répondent à la réduction et au recyclage. On a un emballage monopapier, donc on a enlevé la partie plastique, donc on réduit. Mais il y a quand même quelque chose dedans pour Oui, qu'il se colle oui. et qui... Il y a un coating qui permet de sceller et d'avoir une barrière à la vapeur d'eau et à l'oxygène. D'accord, c'est un coating Base composé eau. de quoi? Base eau. Base eau. Ok, mais et donc un polymère dans de l'eau qui fait Qui rend en fait oléophobe et scellant le D'accord. papier. Ça Donc permet ça de représente monter à peu près combien le papier représente combien? minimum 95% de papier. Voilà, 95% de papier et puis le coating. Et on sait que ce type de coating n'est pas considéré par la loi comme un plastique. C'est pour ça que vous le mettez en emballage papier. C'est ça. Et il est apte au contact direct alimentaire. D'accord. Donc voilà ce sachet, il est effectivement extrêmement léger. Vous mettez haute barrière, haute protection. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sachet papier haute barrière? On ne peut pas mettre des produits liquides. De l'eau, on ne peut pas mettre d'eau, ça c'est clair. Par contre, on peut mettre des poudres avec de la vitamine, avec un petit peu de graisse. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord, poudre, jusque de la graisse. Des fruits secs, des choses comme ça. Ok. Alors, si je veux mettre de produits plus liquides, je vais aller vers ça. On va aller sur le mono-PE. Donc là, on répond sur la recyclabilité. On répond sur la recyclabilité dans la filière PE qui est disponible en France actuellement, mais aussi sur toute... PE, polyéthylène. Parce qu'on me Polyéthylène, demande toujours pardon. quand je dis PE, PP, PET, effectivement, des fois les gens ne nous suivent pas. Donc, c'est du polyéthylène qui est utilisé. Donc, c'est du polyéthylène basse densité. Basse densité. Parce qu'il y a aussi le polyéthylène Non, haute là densité. on est dans la filière souple, donc c'est basse densité. Et on fait la même chose avec du mono-PP également. Et... Monopolypropylène. Ah oui. Mais bon, c'est le quotidien ça. Oui, bah, vous avez raison. Et disponible avec différentes barrières. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller d'un emballage... Qui pour lui, pour l'instant, une filière de recyclage, le souple mono-PP, polypropylène, qui est en cours de développement. Oui. Hein, on est à peu près certain que la filière du mono PE des souples commence vraiment à bien fonctionner et fiable à terme. Celle du mono PP, elle est encore... elle est naissante, on va dire. Elle est en cours de construction. construction. Elle est disponible dans d'autres pays d'Europe. Oui. Mais les applications, on peut travailler soit sur du mono-PE, soit sur du mono-PP. On trouve des solutions. Pour faire la barrière, il n'y a que du PP? Il n'y a pas Alors là, on a quelque chose de plus dedans? Alors là, en filière PE, on a le VOH. Le VOH, et qui est accepté en fait dans la filière. Donc soit à quel pourcentage à peu près? Maximum 5%. Maximum 5%. Faut donner toujours, être précis dans les chiffres. Donc 5% de VOH accepté
dedans pour intégrer la filière. Oui, pour avoir une barrière à la vapeur d'eau et à l'oxygène. Et la filière, en fait, vient d'accepter la métallisation. Donc là, c'est en cours de développement chez nous pour développer la même chose avec une métallisation. Et donc, ces sachets vont dans quel... maintenant, on les met tout. On met tout dans le bac de tri. Donc, ces sachets vont être récupérés et vont intégrer la filière quand ils ont du métal, la filière développement. C'est ça, le flux de développement de Citeo? Oui, voilà, c'est ça, pour et c'est dans la filière PE. Et celui-là Alors celui-là, on travaille sur la fin de vie. On ne travaille pas sur une valorisation matière comme l'autre. On travaille sur une fin de vie et c'est un emballage qui est compostable. Aujourd'hui, qui est compostable OK Compost, donc industriellement. Compost industriel, pas compost... Alors, ouais, industriel, c'est noté. Industriel jusqu'à fin 2023. Et on est en cours de développement pour proposer la même chose en home compost sur fin 2023, début 2024. D'accord. Et là, on met quoi dedans? Déjà, il y a pareil, c'est quoi la barrière? D'abord, il est fait à partir de quelles ressources? Alors, il est biosourcé. Il est biosourcé entre 70 et 80%. Oui. Et les ressources, c'est végétal. Donc, il y a de la cellulose. Cellulose de bois? Cellulose de bois. Oui. Oui, cellulose régénérée. Et c'est que de la cellulose de bois? Non, il y a des mix en fait PLA cellulose. Et vous dites 80%, ça veut dire que les 20% autres, c'est quoi? On ne sait pas. Vous ne savez pas? C'est dommage. Non, c'est que dans la classification des emballages biosourcés, les fournisseurs s'engagent sur maximum 80%. D'accord. Voilà, il n'y a pas de classification, donc c'est 4 étoiles, le maximum en biosourcé. Et il n'y a pas de classification au-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Après, ça répond à la certification TÜV Austria, donc ça répond à la certification EN 13432. Et l'emballage répond à cette certification, que ce soit en OK Compost ou Home Compost. Et je mets quoi dans ce type d'emballage par rapport à celui-là? Ce que vous voulez, la même chose. La même chose. Il y a les mêmes propriétés. Oui. Donc il y a de l'EVOH aussi dedans? C'est une autre barrière. C'est une autre barrière, mais apparemment, vous ne voulez pas en dire plus. Non, on n'en parle pas trop. C'est en cours de développement, alors... ah oui, c'est un secret. On n'en parle pas. Ouais, bah, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu avoir le secret. Qu'est-ce qu'on fait pour en savoir un peu plus? Rien, vous torture? Non, on vient sur notre stand. On vient sur... Bon, allez sur le stand de Bastien, elle vous dévoilera quelle est la barrière et vous venez, vous me le dites, parce que je serais vraiment intéressé de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je sais que sur ces sachets, il y a une petite surprise. Là, on les voit, c'est des sachets avec un décor. Et hier, vous m'avez présenté, on n'a pas de... Vous avez votre smartphone? J'ai mon smartphone. Alors, il y a peut-être un smartphone qui va là, mais il paraît qu'il y a quelque chose qui se cache. C'est que travailler sur la réduction et le recyclage, c'est beau, mais ça n'a pas de sens si on garde 300% d'encre sur l'emballage. Demain, on va recycler des emballages. Je suis complètement, voilà, avec l'auteur du guide de l'éco-ancrage et de la méthodologie, moins vous avez d'encre, effectivement, et notamment sur des sachets souples en plastique, meilleur c'est, puisque de toute façon, l'encre, il faut l'enlever et puis elle reste dedans. Donc là, c'est vrai qu'on a des sachets assez blancs. On est obligé de mettre quand même l'information légale. Oui. On va considérer qu'elle est au dos. Oui. Et donc, vous avez fait... mais bon, il faut le voir, il faut savoir qu'apparemment, il y a marqué... Il faut le savoir. En fait, on a intégré des marqueurs qui s'appellent Digimark dans l'impression quadri. Et avec l'application Digimark, on vient scanner. Donc là, c'est comme un appareil photo. On vient prendre... Ça a marché tout le salon. Là aussi, ça fait grève. Il nous bloque. Attendez, je vais vous tenir le micro, ce sera plus simple. Ah, c'est toujours quand on veut faire... Ah, ça y est, ça a marché. Donc là, c'est passé bleu. Alors, les petites feuilles vertes là, que vous avez effectivement scannées, photographiées. Oui, photographiées. Elles vous renvoient sur... Elles nous renvoient... En fait, on a fait une réalité augmentée. Oui. Et on arrive sur notre site internet de Bastien Pack. Mais on peut imaginer des idées recettes, une extension de gamme, dire là vous avez acheté la référence. Donner plein d'informations qui finalement ne seraient pas
utile, enfin en tout cas, Voilà. Et chargerait en encre l'emballage. D'ailleurs, l'emballage, il est petit, donc on ne veut pas tout mettre. Et vont ramener... En fait, c'est une sorte de QR code caché, quoi. C'est ça. En fait, il y a plusieurs... Alors là, nous, on montre la fonction marketing consommateur final. Mais ça va plus loin que ça parce que vous pouvez tracer le produit de la production à la fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a des recycleurs qui commencent à être équipés pour c'est un point très, très important, effectivement, de la reconnaissance de l'emballage sur les lignes de tri via une reconnaissance optique et dire, parce que entre cet emballage et cet emballage, enfin emballage en plastique, déjà le consommateur il fait pas la différence, mais le trieur à la vitesse où ça va, c'est compliqué. Donc ce qui veut dire que au-delà on peut avoir des marqueurs à l'intérieur sur ces emballages qui vont faire que l'emballage va être reconnu, ouvrir un aiguillage dire toi tu vas là, toi tu vas dans le PE, tu vas dans le papier. Voilà, et c'est vraiment toute l'intelligence mise dans les centres de tri. D'ailleurs, samedi, je vais je vais à l'inauguration du centre de tri ultra moderne de Escoffier pour les vallées du Mont-Blanc, dont je m'occupe, et je pense que je vais voir des outils comme ça. Merci Tiffaine, c'était extrêmement intéressant et complet. Merci et je vous souhaite une bonne fin de salon et de retourner parce que je pense que l'affluence, là, ça arrive là. Merci. Voilà, merci à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, toujours sur l'espace 3R PAC Solutions. 3R pour... recycler, recyclable, pour réduction, d'ailleurs, réduction avant, recycler, recyclable après, mais aussi 3R pour réemploi. Et là, nous allons parler de réemploi avec Yann Priou de la société Bout à Bout, jeune start-up. Venez, Yann, pas de problème. Bonjour, ça va? Ça n'a pas été trop difficile de venir de Nantes aujourd'hui? Bon, Nantes-Rennes, ça se fait bien. Oui, mais bon, avec des ronds-points qui, on m'a dit, qui étaient un petit peu... il y avait de la palette qui brûlait par endroits. Alors Yann, nous allons parler de réemploi. Qu'est-ce que fait la société donc Bout à Bout, puisque je vois solutions développées pour la mise en place opérationnelle d'une filière de réemploi des contenants en verre. Je crois qu'on ne va pas parler uniquement de contenants, on va parler des contenants, mais aussi de la filière, la filière et l'écosystème que vous avez mis en place pour faire le réemploi. Absolument. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour cette présence au CFIA. Bout à Bout, au départ, c'est une association qui a été créée en 2016 par CELI, dans une idée de se dire pourquoi on a arrêté en France la généralisation de la réutilisation des contenants en verre. Et de fil en aiguille, elle a mis en place un dispositif en accompagnant des producteurs pour définir des bouteilles standardisées, comme par exemple cette bouteille de bière où en fait c'est un standard qu'on retrouve chez beaucoup de producteurs. Donc en utilisant toute la même, elle peut être réutilisée par les différents acteurs. Donc un premier dispositif qui a été mis en place avec des producteurs, avec quelques magasins, pour remettre une boucle de réutilisation. Donc une boucle de réutilisation locale autour des Pays de Loire, dans un premier temps. Autour des Pays de la Loire, autour de Nantes. Exactement. Et puis le dispositif a grandi et il y a eu besoin d'investir dans un outil plus important pour faire du lavage, du tri d'abord et puis du lavage. Tri des bouteilles, hein. Je dis souvent que au retour des bouteilles, déjà comment ça fonctionne? Déjà comment elles sont récupérées? Concrètement, aujourd'hui on a 4 canaux de récupération des bouteilles. On a tout ce qui est les flux qui viennent de cavistes, magasins vrac, bio, engagés. Donc le client le ramène, redépose la bouteille. Absolument. Elle est consignée? Ça va dépendre des magasins. En fait, ça, on laisse le distributeur choisir s'il veut. Voilà, il récupère ses bouteilles. Absolument. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est un premier canal de récupération. Un deuxième canal qui peut être la GMS. On installe des automates pour récupérer, déconsigner des bouteilles en GMS. Un autre canal qui est le café, hôtel, restaurant. On accompagne des distributeurs grossistes en boissons avec les gammes locales pour récupérer toutes les gammes locales. Et puis aussi, vous avez peut-être entendu parler, maintenant il y a des systèmes de livraison à domicile de boissons consignées. Le Fourgon, par exemple, c'est un de nos partenaires. Qui était là. Et donc effectivement, voilà, c'est par ces intermédiaires-là qu'on récupère les contenants. Ça vous récupérez. Et quand vous parlez de tri,
Donc après, ça arrive en mélange. Oui. Donc il y a une bouteille de vin, une bouteille de cidre, plusieurs bouteilles de jus. Et donc il faut remettre par l'eau homogène les bouteilles de façon à pouvoir les laver, mais aussi les contrôler, les inspecter, vérifier que chaque bouteille est intègre, qu'elle n'a pas une micro-fissure, un petit reste de... Et là, il faut des outils. Donc il faut des outils. Donc voilà. Donc gros investissements. Donc c'est des gros investissements. Là, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on part d'une petite association, d'une idée, et là, on est en train de parler d'investissement. Je vois des caméras optiques, des choses comme ça. Absolument. En fait, c'est avec Célie et Nicolas, donc on a créé une entreprise de façon à pouvoir lever de l'argent et donc investir dans des outils. Et donc effectivement, ça reste une dynamique citoyenne, un projet qui vise à réduire l'empreinte, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les bouteilles en verre, c'est un emballage qui est parfait, hein, et c'est transparent, c'est inerte. On parlait de contact alimentaire tout à l'heure avec certains plastiques. La question du contact alimentaire du verre ne se pose absolument pas. C'est recyclable parfaitement, mais ça consomme de l'énergie pour être produit. Absolument. Et donc là où le lavage va réduire de 80% le besoin en énergie, l'impact environnemental et même la consommation d'eau. À un moment où on est en train de chercher l'eau pour essayer de maîtriser notre consommation. C'est ce qui est souvent reproché au réemploi. Enfin, il y a deux choses qui sont opposées au réemploi. C'est le transport, c'est-à-dire le flux logistique, qui existe. Hein, les bouteilles, finalement, les bouteilles réemployables font presque moins de transport de kilomètres qu'une bouteille neuve, pour peu qu'elle soit produite. On est d'accord. Des fois loin. Et puis après, l'eau. Et j'avais vu une étude intéressante il y a peu de temps qui démontrait. Alors nous, on s'était mis pour raison. Vous savez, en ce moment, c'est les économies d'énergie et tout. Puis avec mon épouse, on s'est dit, on va faire la vaisselle à la main. Maintenant, on va arrêter de la vaisselle. Et en fait, on a vu une étude qui nous a expliqué que le lave-vaisselle, ça consomme rien du tout par rapport à ce qu'on faisait finalement comme vaisselle à la main. Je crois que j'ai lu la même étude que vous, Fabrice. Et en fait, nous, par exemple, la machine qui arrive là, donc on investit 3 millions d'euros, c'est un investissement conséquent. La machine, elle consommera entre 20 et 30 centilitres par bouteille. Donc si on devait laver à la maison avec un écouvillon et des bouteilles, on serait plus à 1 ou 2 litres. Quoi. Pour un verre, je dois en mettre un peu plus. Donc, même en fait, pour laver un verre, je mets plus que la contenance du verre pour le nettoyer, ça c'est certain. Donc en fait, c'est pour ça que l'enjeu d'industrialiser, à la fois parce que les équipements coûtent cher, pour avoir la productivité, l'empreinte environnementale la plus efficiente possible, mais aussi parce que des outils de contrôle, vous le disiez très bien, des caméras optiques, des systèmes de vérification, toutes les analyses bactériaux qu'on peut faire nous derrière pour s'assurer que chaque emballage qui sort est bien réutilisable et bien en capacité d'être rempli et derrière utilisé par les consommateurs. C'est ça l'engagement de bout à bout. Et alors, les bouteilles que vous avez prises, donc vous faites ça, les bouteilles que vous prenez sont... Pour démarrer, vous avez essayé de qualifier des bouteilles aptes au réemploi, mais par exemple, ça, c'est le standard Verrier. Alors, c'est un peu plus lourd que le standard Verrier. Elle est un peu plus lourde. C'est le litre fraîcheur un peu plus renforcé. Mais effectivement, et on attend avec impatience, Fabrice, les bouteilles que vous avez designées avec Citeo pour... qui sont en cours de... qui ont été présentées. C'est vrai que, en fait... Et heureusement que des start-up, des jeunes sont remis. Alors moi j'ai connu le réemploi que vous n'avez pas connu, la bouteille étoilée, je l'ai connu. Je dis souvent que j'ai acheté mes premiers Malabar et Carambar avec. On les ramenait et puis on avait ça. Bon, ça a été arrêté. Il y a des films intéressants qui montrent, qui expliquent. On a des ménagères qui nous disent exactement, mais jeunes, qui nous disent exactement le contraire de ce qu'elles disent aujourd'hui. Donc on revient à un réemploi. Ce n'est pas du tout le réemploi des années 70. Et effectivement, on travaille avec Citeo, vous l'avez vu, sur des standards réemployables sur lesquels on a mis des fonctionnalités pour justement que ça se lave plus facilement, que les étiquettes soient plus protégées, etc., qui sont propres à des caractéristiques vraiment de réemploi. Et effectivement, ils arriveront courant 2024 et vous pourrez effectivement...
Et donc nous, en attendant, en fait, il y a des... Alors vraiment, hein, ce standard de bière là, il est réutilisable. Hein. Oui, la bouteille, il n'y a aucun risque à la réutiliser plusieurs fois. Parce qu'elle existe. Elle existe déjà. Ouais. En Allemagne, c'est toujours une pratique qui est très utilisée. Sur des bouteilles de vin, je crois que vous n'avez pas encore adressé le sujet. Nous, on l'a pris et en fait, il y a des bouteilles qui sont des grands standards en Bourgogne, en bordelaise, qui peuvent être réutilisées. Et sur le litre fraîcheur aussi, en fait, la question des emballages est très connectée au circuit de collecte et au niveau de stress qui pourront être appliqués ou pas. Et donc dès lors qu'on est sur des circuits où nous derrière on a une gestion avec des casiers, par exemple pour les cafés, hôtels, restaurants, en fait le circuit de réemploi se passe extrêmement bien. Oui, il y a pas, j'ai aucun doute sur le réemploi et c'est vrai que vraiment on ouvre une voie et on le voit avec Bout à Bout, avec d'autres sociétés qui étaient là. Voilà, on est vraiment heureux. Est-ce que vous arrivez à... Vous voyez que ça prend ou encore des réticences des industriels? Avec les industriels, comme vous le voyez, les bouteilles qui sont devant nous, là, elles sont extrêmement standards. Donc, tout à l'heure, on parlait de... J'étais avec eux, je les ai interviewés. Certains emballages nécessitent de racheter une machine d'emballage, etc. Là, on est sur des bouteilles utilisées usuellement. Il n'y a aucun changement à faire. Donc, les tensions, alors peut-être que les gens le savent, hein, il y a eu des tensions sur l'approvisionnement de bouteilles. Les productions de bouteilles sont très corrélées au cours de l'énergie. Il faut beaucoup de gaz. C'est sûr que quand on fait du réemploi, on n'a pas de problème. Une fois, si on avait un grand parc de réemploi, on n'aurait pas le problème. On a une indépendance et peut-être moins de problèmes, effectivement, de pénurie. Une dernière chose, je vois des bouteilles, vous allez aller sur d'autres marchés. Les bocaux, c'est des choses qui sont en cours, effectivement, sur le lavage des bocaux. Et autre chose que le verre ? On reste ouvert. Le marché du réemploi. Vous restez ouvert, mais vous ne restez pas ouvert. On explore toutes les pistes. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a un besoin le changement à opérer pour développer une filière de réemploi est très important. C'est très bien qu'il y ait beaucoup d'initiatives et beaucoup d'acteurs. On s'en réjouit et on essaye de collaborer tous ensemble pour être plus fort et aller plus vite. La question de est-ce que ce sera demain 100% verre ou est-ce qu'il y aura aussi d'autres matériaux et d'autres types de contenants, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, nous, on veut déjà démontrer que ça fonctionne bien avec des emballages en verre, avec des bouteilles, des bocaux et des choses comme ça. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne bien, pas parce que finalement, ça ne s'est pas arrêté. Dans la CHR, ça a continué, donc j'ai aucun doute. Je vous remercie, Yann, pour c'était très clair. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour une autre présentation d'un tout autre produit et tout autre matériau. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Bonjour et bienvenue sur l'espace 3R PAC Solutions. 3R comme réduction, comme recycler, recyclable et comme réemploi. Nous allons maintenant parler d'un matériau qui sort de l'œuf, hein, je dis souvent, c'est-à-dire de la cellulose moulée, d'un matériau qu'on voit de plus en plus dans les allées du CEFIA, avec finalement des emballages dont les formes ressemblent étrangement à du plastique, mais ce n'est pas du plastique, c'est de la cellulose. Et j'appelle Audrey Masse de la société Cellulopac qui va nous présenter ces emballages. Et bonjour Audrey, comment ça va? Bonjour Fabrice. Je trouve que ce que vous faites d'année en année est de plus en plus abouti, de plus en plus qualitatif. Comment ça se passe? Comment on est passé de cette boîte à œufs qui était un emballage vraiment presque basique, on va pas, basique, un petit peu brut de fonderie, à des formes comme ça qui, vu de loin, on a l'impression d'un emballage en plastique. Oui, c'est vrai. Alors déjà, quelques mots, si vous me permettez, sur Cellulopac, vous dire un petit peu qui on est. Donc nous, on est une entreprise 100% française, située à Toulouse. Ça s'entend un petit peu. Ouais, 100% française à Toulouse. Voilà, on a 2 usines aujourd'hui et on a une 50aine de salariés. Donc nous, on s'est lancé dans la cellulose moulée il y a 10 ans, on fête nos 10 ans cette année.
et la cellulose moulée haute densité. Donc c'est effectivement ce que vous avez dit, c'est la différence entre la méthode conventionnelle type boîte à œufs et ce qu'on fait nous qui est en haute densité. Alors la boîte à œufs, expliquez-nous comment ça se passe. La boîte à œufs, c'est un moule, c'est ça, dans lequel Exactement. on vient... La boîte à œufs, c'est du carton recyclé en grande partie, mélangé avec de l'eau. Cette pulpe, après, elle est pressée et on obtient des formes qui passent dans des tunnels ou qui sèchent à l'air libre sur des racks. C'est ce qui fait qu'on a cette surface un petit peu rugueuse. Ça passe en afterpress ensuite pour être pressé et avoir un aspect un peu plus boîte à œufs. Nous, ce qu'on fait, la grosse différence, c'est qu'on fait des gaufres chez nous. C'est-à-dire le principe, c'est qu'on... Des gaufres. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas du plastique. Ça ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique. Ça ressemble à des gaufres, mais ça n'a pas le goût des gaufres. C'est ça. Oui, je ne vous conseille pas d'en manger non plus. D'accord. Mais en fait, donc le principe, c'est... alors, nous, on utilise aussi du carton recyclé pour tout ce qui est calage industriel et non apte au contact alimentaire. On ne peut pas utiliser de carton recyclé pour des raisons de traçabilité, tout simplement. Oui, et puis même de ce qui reste peut-être un petit peu dedans. Oui, exactement. Voilà. On n'est pas sûr de ce qu'on a dans le carton recyclé. Il y avait de l'encre, il y avait du vernis. Tout à fait, voilà. oui. Après, le gros avantage, c'est que nous, comme on a une chaîne, on a une usine dédiée au recyclé, une usine dédiée à l'agroalimentaire, c'est que tout ce qui est... Oui. C'est que tout ce qui est utilisé sur la chaîne alimentaire aujourd'hui, qui est par exemple rejeté pour des questions de qualité, on l'a pas sur la partie recyclée. Donc on recycle tous nos déchets en fait. Donc on produit très peu de déchets. Première chose. Et donc en fait au niveau de la fabrication, pour obtenir ce produit, on va mélanger la pâte vierge, donc qui nous est livrée sous forme mécanique ou chimique. Je vais vous passer un peu les détails. Alors la pâte de c'est comme de la pâte à papier. Hein, c'est la pâte à bois en fait. La pâte à bois, ok. Ouais, tout à fait. Donc soit c'est de la pâte mécanique, c'est comme des copeaux si vous voulez compacter. Soit c'est de la pâte chimique qui va être livrée sous forme de balles de papier un peu canson si vous voulez. Oui. Et donc nous on pèse, on fait nos recettes comme une gaufre et on mélange ça avec de l'eau. On obtient une pulpe. Cette pulpe après elle est pressée et séchée dans 2 moules, comme le principe des gaufres, mâle et femelle, et on obtient différentes formes. Donc c'est vrai qu'on peut aller assez loin dans les designs. Oui, parce que dans la forme, c'est profond, c'est extrêmement lisse. C'est extrêmement lisse. Donc en fonction du temps de pression qu'on va appliquer, on peut avoir des produits extrêmement lisses et bien finis. Mais je vois qu'il y a toujours quelque part... soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, un côté un petit grillagé peu, un peu. Un grillage ou un tissu. Tout à fait. Alors ça, c'est lié au process. En fait, dans le process, dans le moule, on a un système de grillage qui est inséré dans le moule. Et quand on presse très très fort, en fait, on vient extraire l'eau, l'excédent d'eau dans le moule. Et il y a cette côté un peu grillagé qui reste là. D'accord. Alors la cellulose, justement, quand il n'y a rien à l'intérieur... c'est pas étanche à l'eau. C'est pas étanche à l'eau, pas étanche aux graisses. C'est poreux, donc c'est pas étanche aussi à l'oxygène. Pas donc là, on peut gras. mettre que du sec sur lequel il... Alors nous, on utilise beaucoup nos emballages en agroalimentaire pour la partie barquette fruits, par exemple. D'accord. Donc là, sans problème, on va mettre des fruits dans la cellulose. Oui. Quand on veut mettre de la salade, là, ça me ressemble à un bol salade ou une barquette. Là, je vois qu'il y a... Donc il y a un aspect... il y a un pelliculage. Un pelliculage dedans. Donc le pelliculage, il est fait comment? Il est fait au moment du... Il est fait en reprise, donc après le thermoformage, sur d'autres machines, de machines qu'on appelle le lamination chez nous. Donc nous, ce qu'on appelle ce pelliculage, on l'appelle liner, ça parle bien en général. C'est comme une piscine, voilà. Exactement. C'est la couche plastique dont vous avez fait la forme de la piscine en cellulose et vous venez mettre un... Et après, on refait des moules pour appliquer ce liner par aspiration, enfin tout un procédé un peu complexe qui fait qu'on va venir faire adhérer ce film plastique ou non plastique ou bioplastique au fond de la barquette. Quelle épaisseur ce film? Ça varie en fonction de la profondeur du format et des attentes de barrière du client. Donc c'est plusieurs types de films, je suppose. Exactement, c'est du sur-mesure. Et en moyenne, dans la production que vous faites, en moyenne, le film plastique, ce liner représente quel pourcentage par rapport à la... Grand maximum 10%, quoi. Donc 90% de cellulose. Grand maximum 10%. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez léger en fait. Hein. On est. Oui. Est-ce qu'on est les comparatifs par rapport à un emballage tout plastique, c'est
on va se situer, on va être légèrement, enfin, on va avoir des problèmes de dépilabilité par rapport au plastique. Donc, en termes de stockage, par exemple, on va être on va devoir augmenter la dépilabilité pour des questions de démoulage. Néanmoins, en termes de légèreté, effectivement, on est assez compétitif. On ne transmet pas la chaleur aussi. C'est-à-dire que c'est assez inerte, la barquette en cellulose. Vous la sortez du micro-ondes ou du four, vous n'allez pas vous brûler. Ça, c'est le gros avantage aussi. D'accord. Alors, après, pour la différenciation, donc on se différencie par la forme, mais vous m'avez amené aussi quelque chose de très étonnant, parce que en fait, quand je compare finalement j'ai l'impression de voir des technologies finalement assez proches que la technologie du formage, des thermoformages des plastiques. Et là, je trouve qu'on va encore presque plus loin, parce que là, vous allez jusqu'à faire comme l'IML. Oui, c'est ça, c'est de l'IML. Alors là, vous appelez ça MFL, voilà, Modeled Fiber Labeling. Mais en fait, vous arrivez à... Alors ça, c'est le groupe Pages qui a développé ce procédé, effectivement, qui est tout à fait dédié à la cellulose moulée et qui permet de customiser les packaging. Parce que c'est vrai qu'on n'imprime pas sur nos packs, on peut coller des étiquettes, on peut avoir des fourreaux carton, évidemment. Et là, elle est vraiment faite dans le moule. Oui, c'est dans le moule, donc il n'y a pas d'additif de colle, etc. Tout est vraiment... Parce que là, on ne la sent quasiment pas. Oui, c'est ça. Au toucher, on a quelque chose d'extrêmement qualitatif. Qu'est-ce que j'en fais une fois que je l'ai utilisé? C'est donc on a coché. Est-ce qu'on coche le recyclage, évidemment, le R du recyclage dedans? Bien sûr. Oui, aujourd'hui, on nous impose 50% de minimum de cellulose. Nous, on est à 90%, comme je vous l'ai dit. Donc, ça passe vous mettez ça dans le bac jaune. Ouais. Quand elle a son liner. Et même avec le liner, voilà. Alors on peut tout à fait, on a des clients qui nous le demandent, de dissocier les deux, donc de faire une espèce de petite languette. On puisse arriver à... Voilà, pour dissocier les deux, c'est tout à fait possible. Mais même, même dans le bac jaune, après un centre de tri, c'est géré. Ça part dans le pulper, parce que grâce au défibrage, on arrive à dissocier les deux sans problème. C'est très très clair, Audrey. Moi, je trouve que voilà, les progrès faits dans la sauce, dans la cellulose. On peut y mettre de la sauce, effectivement. Oui, on peut mettre de la sauce. Dans la cellulose moulée, sont vraiment remarquables. Ça va vite. Ça démontre, comme je le montre, et je rappelle au passage que vos solutions, certaines, sont présentées dans les 2 livres, d'ailleurs, de la révolution de l'emballage, puisque je trouve que c'est justement un matériau qui est né, en tout cas, qui pousse avec la révolution de l'emballage. Et puis voilà, chaque année, finalement, je découvre des choses comme celle-là qui sont de mieux en mieux. Alors bravo. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci Fabrice. À bientôt et à tout à l'heure pour la prochaine présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'espace PAC 3R Solutions, ou 3R PAC Solutions, excusez-moi, 3R pour réduction, pour recycler, recyclable et pour réemploi. Nous allons donc passer à la 5e présentation de la matinée et je vais inviter à nous rejoindre Jacques Lemeur de la société Stratus Packaging. Venez Jacques, qui va nous parler à minima de 2 des 3R, voire 3 des 3R sur de l'étiquette, donc quelque chose à la limite auquel on ne penserait pas. Bonjour Jacques. Bonjour Fabrice. Bienvenue, bien arrivé aussi. Merci, oui. Bon, du bon côté. Oui, vous étiez du bon côté, vous êtes arrivé à l'heure sans problème. Vous avez 2 choses à présenter. La première chose, c'est cette espèce de petite languette qu'on voit de temps en temps sur des emballages promotionnels, qui est réalisé à partir d'une matière à 90% recyclée. C'est exact. Alors, c'est quoi comme matière et pourquoi est arrivé à ça? On fabriquait cette matière, ce NEG label. Alors, NEG pour coût, label pour étiquette. C'est vrai qu'on le voit beaucoup en promotion dans le domaine vinicole, dans la grande distribution. C'est une étiquette pour faire de la promotion. On la fabrique depuis maintenant une bonne dizaine d'années en polypro, en papier et en polypro. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'arriver sur du 90% recyclé. Justement dans ces 3R, de pouvoir
recycler le polypro et d'utiliser cette matière Alors, 90% recyclée. Pourquoi être passé sur du polypro, par exemple, par rapport à un papier, un carton recyclé? C'est la tenue, c'est... Par rapport à la tenue, Voilà. par rapport aussi que Si c'est je veux de plus en l'arracher, plus c'est difficile. dur. Alors, c'est difficile de l'arracher. Le polypro, logiquement, là, on ne va pas pouvoir le déchirer, même s'il y a une entame. Alors j'essaie, hein, parce que vous savez. Oui. Ah ouais, je confirme qu'il faut y aller fort. Ouais. Sur un polypro, normalement, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf s'il y a une entame de déchirure. Ouais. Donc effectivement, donc elle se déchire pas, elle n'arrive pas comme on le trouve Elle des n'arrive fois. pas à déchirer, on ne les retrouve pas au fond des cartons. Pardon, on le retrouve pas au fond des cartons. Donc c'est un Donc grand c'est intérêt. essentiellement l'intérêt, voilà, de. Vous Alors, aviez des remarques sur vos étiquettes en papier. Pardon, sur l'utilisation, mais également à la pose. Aujourd'hui, alors, je vous laisse peut-être Alors ouais. montrer. On est sur une bande transportrice en PET. Oui. Donc là, c'est pour faire de la pose en haute cadence. D'accord. Problématique, si on était sur du papier, on aurait également à la pose des problèmes de déchirure. Ok. Donc là, en polypro recyclé, on utilise une matière recyclée. Et on peut aller sur des hautes cadences, donc chez des grands distributeurs, des grands négociants dans le vinicole. Oui, parce qu'en fait, en plus, les machines crachent à haute C'est cadence leurs produits. D'ailleurs, pas que sur le vin, on peut en trouver sur d'autres types. dans le domaine vinicole, chez les brasseurs, c'est ceux qui posent le plus vite avec les grands lessiviers. D'accord. Donc il faut avoir quelque chose qui résiste à la pose. Donc en fait, c'est pour aller plus vite et c'est pour que ça ne s'arrache pas. Mais ce n'est pas complètement pour ça que je vous ai fait venir et que je vous ai demandé de nous présenter quelque chose. C'est pour un autre air. Donc là, on est bien dans l'air finalement de recycler. On amène de la matière recyclée. Bon, Utiliser du recyclé, oui. L'étiquette recyclable, mais peut-être trop petite pour être captée, donc on n'en parlera pas. Moi, je suis venu, je vous ai demandé de venir pour cette étiquette, parce que cette étiquette, elle coche une case qui est effectivement un problème dans le réemploi. Elle coche la case réemploi et elle vient solutionner, en tout cas apporter des réponses qui me sont souvent posées dans le réemploi. C'est quel type de colle, quel type d'étiquette je mets, parce que pour que le réemploi soit efficace, il faut laver vite et bien. Et une des problématiques qu'on a, c'est comment on décolle et comment s'enlève l'étiquette. Donc vous avez une étiquette que vous appelez Wash Off Label. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer mieux comment elle se décolle et pourquoi elle se décolle bien et comment on fait, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, comment on fait pour avoir une étiquette qui tienne bien sur l'emballage, qu'on puisse pas qu'assure sa fonction, qui soit décorée esthétiquement et qui s'enlève facilement lors de la phase de nettoyage. Alors, en effet, l'étiquette wash-off, que l'on appelle également l'étiquette lavable, aujourd'hui, c'est vrai que les 3R, réduction, recyclage, réemploi, sur le recyclage en France, on avance beaucoup. Sur la réduction de l'emballage, on avance pas mal également dans l'étiquette avec des réductions de poids, réduction de grammage sur le papier, réduction d'épaisseur sur les polypros, pas sur les synthétiques. Restait le réemploi. Mais ça, la réduction, c'est quelque chose que vous avez fait avant même qu'il y ait qui les avance 3R. depuis très longtemps. C'est la 94 CE, puis on n'a aucun intérêt d'avoir. Mais oui. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir une étiquette finalement comme ça, parce que l'étiquette, on ne veut pas qu'elle se décolle, et c'est vrai qu'elle ne se décolle pas, mais qu'il puisse s'enlever rapidement. Donc, ça, c'est quand même c'est ce qu'on attend. Il nous restait le réemploi. Le réemploi avance par rapport à tout l'environnement aujourd'hui, mais par rapport à ce qui nous a beaucoup aidé aussi ces derniers temps, c'est les augmentations des coûts. Aujourd'hui, le verre coûte de plus en plus cher. Donc les brasseurs, on est beaucoup sur les brasseurs, nous demandent d'avoir des étiquettes qui sont lavables. Oui, nous demandent d'avoir les filières. On avait bout à bout tout à l'heure, il y a une demi-heure, d'avoir ces filières aussi qui se remettent en place. Ou qui se développent. Parce que les brasseurs, ils continuent, même sur le réemploi, ils sont dessus. Mais alors, oui. comment elle est cette étiquette? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle s'enlève plus facilement qu'une autre étiquette? Déjà, en termes de matériaux, en termes de colle, et puis aussi peut-être en termes de décor, parce que il faut donnez-nous des conseils. Expliquez-nous. On est sur une étiquette papier, principalement sur des étiquettes papier, avec un adhésif acrylique. Alors, il y a deux principaux types d'adhésifs dans l'étiquette adhésive. C'est
la colle acrylique et la colle caoutchouc. La colle acrylique donc à base aqueuse. Donc bien évidemment, comme on va laver, c'est plus facile d'enlever une base aqueuse qu'une base caoutchouc. Donc par trempage, par immersion. Lavage, ouais. ce que disait Boutabou tout à l'heure, lavage des bouteilles, mais on va enlever l'étiquette en même temps. D'accord, l'étiquette va s'enlever et la colle ne va pas rester sur... La colle ne va pas rester sur le support. Malgré qu'elle tienne bien, c'est vrai, parce qu'elle tient, elle tient très bien. Oui, elle tient très bien. Alors il faut quand même que l'eau puisse pénétrer dans toute la surface de l'étiquette, donc ça doit être un papier spécial. C'est pas le... Enfin, quand je touche le papier, là, j'ai pas l'impression d'avoir... Il y a différents types de papier. Le papier n'a pas, alors j'allais dire n'a pas d'importance, je vais mettre des guillemets dessus, mais c'est surtout l'adhésif. Et après, c'est le rôle de l'imprimeur et le rôle de conseil qu'on va avoir avec le client, de ne pas avoir un trop gros taux d'ancrage. Oui, c'est ce qui m'a... Parce qu'on va fermer la fibre. Alors ça va être intéressant, pas trop d'ancrage, parce qu'on va être aussi dans la réduction. Et moi qui milite pour l'éco-ancrage et parle de l'éco-ancrage, donc vous me parlez. Donc pas trop d'encre, parce que en fait, l'encre referme la fibre. Oui. Pas de vernis, je suppose. Alors pas de vernis. Parce que le vernis, ça rendrait... Tout à l'heure, je parlais qu'on pouvait utiliser à peu près tout type de papier. C'est vrai que plus la fibre va être ouverte, plus on part d'une matière viergée. Mais parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une fibre on est assez sur des ouverte. Vergers, voilà. Si on est déjà sur des couchés, ça va être plus compliqué. Là, c'est un petit peu plus couché, là, c'est un peu plus fermé. Mais quoique, ok. Là, on en a avec, je pense avec un vernis, ça va être difficile de pouvoir la laver. Là, j'ai l'impression que c'est des étiquettes... Oui. Donc là, après, ça va être lavé. Et après, ça dépend aussi de la filière de lavage. Donc là, c'est un échange avec notre client. Ça va être un échange aussi avec sa filière. De faire des tests. De faire des tests, puisque ça dépend du lavage et de la température. Il y a des étiquettes qui s'enlèvent à 20 degrés, il y en a qui s'enlèvent à 60 degrés. Donc c'est d'utiliser la bonne étiquette pour la bonne réutilisation. Ce système-là ne va marcher qu'en local. Parce que c'est vrai que si on parle d'Henken qui va vendre à travers le monde, on ne sait pas comment est-ce que ça va être réutilisé. Oui, enfin sur un système de réemploi standardisé au niveau national, comme on est en train de l'imaginer avec Citeo, enfin, pour nous c'est vraiment un problème, c'est un sujet, et même c'est un sujet central, parce qu'il y a un cahier de protocole de lavage qui a été fait, et qui fait que le protocole de lavage, il est aussi lié à ce qu'on met dessus. Donc, il y a un an, j'étais arrivé, je posais des questions, je la recherchais. On m'a encore interpellé 2 ou 3 fois cette semaine sur cette colle. Et on voit sur comment on devait la coller, quel type d'étiquette. On voit que vous avancez et que des solutions existent déjà. Donc ça, vous commencez à le mettre en marché, c'est déjà en marché. C'est déjà parce en que marché. Je vois des marques ici. On a ici donc une étiquette au promotionnel Stratus, mais ici Brasserie de l'Adour qui se situe dans le sud-ouest. Donc ils utilisent déjà ces produits. Alors moi je suis commercial sur la région ouest en Bretagne. Ça va être la première commande, ça sera pour début avril. Oui, chez un local, un brasseur local qui va être recyclé. Mais là ça fonctionne et ça se décolle. Ça fonctionne. Il faut vraiment trouver, puisqu'il y a différents fournisseurs, il y a différents adhésifs. Il faut vraiment trouver le bon adhésif par rapport au laveur. Et c'est ça le plus difficile. Et il faut vraiment passer par des phases de test. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être un petit peu standardiser la manière de laver. C'est-à-dire vraiment avoir un cahier des charges de manière à pouvoir amener aussi une étiquette, enfin des éléments, des solutions un petit peu standardisées, parce qu'effectivement, si on a 50 formes d'étiquettes avec 50 formes de colle et 50 formes de lavage, on risque de pas, ça risque de devenir assez compliqué. Et de réussir à convaincre les clients de ne pas avoir un trop gros taux d'ancrage. Taux d'ancrage, pas de vernis. Ici, on réussit. Enfin, ici, il n'y aura pas de problème pour laver l'étiquette, pour laver la bouteille, pardon. Ici, il y a un taux d'ancrage qui est quand même supérieur. On doit être aux alentours de 60% maximum de taux d'ancrage. Je pense qu'on est supérieur ici. Ça peut être problématique. C'est 60% la limite à peu près de taux d'ancrage sur l'étiquette. Et je suppose d'avoir un décor qui laisse un petit peu de l'eau pénétrée. Voilà, l'eau pénétrée. Et donc, pour répondre, parce que je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, pas de vernis en effet. Pas de vernis. Le vernis va venir fermer la fibre, alors, aucun intérêt. D'où
ces standards de rempart, parce que là on voit que la bouteille est complètement lisse, donc sur chaîne dans les cartons, l'étiquette va frotter. D'où l'importance d'avoir un rétrin comme les standards que nous avons développés avec Citeo, donc d'anticiper ça. Le pas de vernis sur l'étiquette, c'est pas très grave parce que bon, le vernis il était là peut-être pour faire joli, mais bon, vu l'éclairage dans les rayons, c'est pas toujours ça. Mais en tout cas, le vernis était pour protéger l'étiquette, donc il faut anticiper aussi sur la forme de la bouteille. L'impression a beaucoup évolué. C'est vrai que le vernis était obligatoire il y a peut-être 20 ans. Maintenant, il devient totalement superflu. D'ailleurs, la matière aussi a évolué. Un papier couché aujourd'hui est brillant. Par rapport à un polypro, même, c'est difficile de le voir. Mettre un vernis sur un papier couché n'est pas forcément utile. Bien, bah, écoutez, Jacques, c'était aussi encore une fois très clair. Je vous remercie.